On va atterrir en douceur, cette fois avec de la littérature, comme j'ai annoncé depuis tout à l'heure. Elvis Ntambwa, bonsoir. Bonsoir Christopher Chokoum. Vous êtes auteur du roman que j'ai présenté depuis le début de cette tranche vespérale, Makila, qui a beaucoup été vendu ici à Kinshasa, déjà qui a fait parler de lui en Europe. J'ai fait un petit résumé qui parle de cette histoire. Déjà, c'est l'introduction qui m'a beaucoup marqué. Je vous ai senti un tout petit peu violent. Vous parlez, bien sûr, dans l'histoire du Congo, d'une situation précise qui a eu lieu en République démocratique du Congo, mais je vous sens très critique, très agressif envers la race blanche, si je peux me permettre de le dire comme ça, à l'endroit de l'Occident. D'où tirez-vous toute cette haine? Pour parler d'haine, non. C'est plutôt, je veux te dire, une sorte de... beaucoup de recul, en lisant beaucoup d'histoires aussi, pour comprendre que au final, la race noire, elle a été classée inférieure à la race blanche qui est supérieure, en quelque sorte. Et c'est l'Occident, en même temps, on parle de colonisation, comment l'Afrique a été découpée, pendant que les indigènes, comme on dit, étaient tranquilles chez eux. Alors, même vous aussi, je crois que ça va vous étonner de voir un étranger débarquer chez vous et vous dire, bah, à partir d'aujourd'hui, chez toi, c'est chez moi. C'est pas une haine, c'est pas une rage, ou encore être dur, mais c'est vraiment... c'est comme un chien, je marque mon territoire pour te dire, bah, tiens, écoute, ici c'est chez moi, c'est pas chez toi. Alors, Elvis est allé à l'école au Congo, mais également dans l'Occident, qu'il est en train d'attaquer dans cet ouvrage. Alors, c'est exactement à quel moment de ta vie, dans quel moment de ta formation, que tu t'es rendu compte qu'il y avait une sorte d'aliénation de nos propres valeurs au profit des valeurs des autres, dans des sujets tels que la religion, par exemple, ou l'accoutrement. D'ailleurs, vous avez été victime tout à l'heure par rapport à votre jolie veste. Alors, pour dire, en première année à l'Université de Lyon 2, j'ai fait un portail 10 et je ne savais pas, par ma grande surprise, il a fallu que je fasse des études d'anthropologie. Et c'est plus là qu'on ne m'enseignait que les anthropologues blancs qui partaient en Afrique, apprendre et comprendre comment vivent les indigènes, comprendre, écrire des résumés, repartir en Occident, vendre l'image. Alors c'est pendant ce temps-là que je fais, avec vraiment beaucoup de recul, beaucoup d'analyse, que je me demande, mais pourquoi ils viennent vraiment chez nous pour faire ça? Mais dans le sens inverse, quand c'est un homme noir qui part, une fois que tu es accueilli en Occident, automatiquement il y a un peu de racisme quand même, ici il faut le dire. Parce que déjà au moment où on commence à différencier les uns et les autres, il y a une sorte de discrimination, même involontaire, il est là. J'ai été victime de racisme plusieurs fois. S'il faut le dire, j'ai été victime de racisme en sortant de métro, seul avec un arabe. Sur 50 personnes, imagine-toi, tu descends de métro et on te chope toi pour te contrôler et un arabe à côté. Et les autres passent. Au final, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est plus pour plus interpeller mes frères noirs en disant, tiens, écoute, nous sommes noirs, on est fiers de nos valeurs, de nos cultures, on doit l'assumer, on n'a pas à être complexé parce que les uns ont dit qu'on n'était pas bon, qu'on doit dire bah au final on n'est pas bon. Avant d'entrer dans le fond de l'histoire de Makila, qui raconte une situation qui perdure ici en République démocratique du Congo, j'aimerais te poser la question de comment tu te sens quand tu compares les enseignements qui sont dispensés au niveau de l'Europe, de l'Occident, et ce qui est dispensé ici à Kinshasa, par exemple. Il y a des enfants à l'école primaire qui étudient la gloire des Léopold II, qui est venu découvrir, ou Diogo Cao, qui ont donné forme à ce qui était autrefois un trou noir, qui ont donné des habits, qui ont donné des cases plus nobles et tout cela. Comment tu te sens quand tu compares les deux mondes en fait, il n'y a pas d'équilibre sur la balance, s'il faut le dire. En Occident, ils apprennent plus. J'ai pas fait les écoles primaires là-bas, mais je sais que la plupart étudient ce qui se passe chez eux, d'abord. Comme quoi, il faut d'abord balayer devant sa porte avant d'aller balayer de l'autre côté. Mais plus chez nous, ici, on étudie un peu de tout, dans une sorte de grande généralité, où on fait, pendant les cours de géographie, tu sais, on étudie un peu l'Amérique latine, un peu par-ci, par-là. Mais au final, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas tous qu'est-ce qui se passe vraiment chez nous. Vraiment, on ne sait pas... telle province, il y a ça, tel côté, il y a tel minerai. On sait, on entend parler, mais... Et vous le dites même dans un des passages, ce qui est propre à nous
l'on assimile ça parfois à la sorcellerie. C'est-à-dire à ce qui n'est pas bon, à ce qu'il faudrait mettre à côté, mais on croit à ce qui nous a été apporté aveuglément. Parce qu'au final, c'est une sorte de colonisation. Quand quelqu'un vient chez toi, il te dit, écoute, j'ai une sorte de culture et de connaissances, c'est moi qui connais tout ça. Et il vient, il est en short, calme, en tang, il se pose chez vous, et il y a tout un village. Et vous dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ça, c'est ce que vous allez faire. C'est parti de là, les écoles catholiques. Bien évidemment, il y a beaucoup de points positifs. On a fait les écoles catholiques qui ont une très bonne formation, mais il faut le dire, ce sont les missionnaires qui ont apporté tout ça. C'était une façon de nous coloniser par la religion. Moi, je me dis quelque part, la parole, elle a été, en quelque sorte, elle a été changée en quelque sorte. Et autre chose, c'est que le coupable désigné n'est pas que l'Occident qui est arrivé, mais également le Congolais, par exemple, entre guillemets, le Congolais qui est assis sur une mine d'or, mais qui n'en fait absolument rien. Et au final, je me demande, écoute, le crime qu'on a fait, ou notre péché, s'il faut rester dans le cadre de la religion, c'est peut-être d'être ressortissant d'un pays riche, peut-être. Qui va répondre à cette question? On ne sait pas. Alors, Makila, parlons de Makila à présent. En lisant, on sent qu'il y a beaucoup de personnel dans vos écrits. On sent que vous l'avez vécu personnellement. J'aimerais que vous fassiez un petit résumé aux téléspectateurs. Par exemple, d'où vous est venue l'idée et dans quelles conditions vous avez écrit il y a plus de 300 pages d'histoire. Pour Makila, il y a beaucoup de personnel plus sur ma personne un peu. Les gens qui me connaissent en lisant 2-3 passages, je me dis tiens, ça c'est Elvis. Mais au final, je n'ai jamais été un enfant soldat. Ça c'est déjà bien, je remercie Dieu. Et je n'ai pas porté les armes. Par contre, j'ai fréquenté des amis comme ça, par-ci par-là, comme X et Y, ou des gens qui sont un peu toujours dans la bêtise quelque part, mais qui sont contents d'avoir la joie de vivre quand même si on n'a rien, on est content. D'où est venue d'ailleurs la phrase de mon père que j'ai vraiment souligné. Quand il n'y a pas de poisson, on mange les lézards. Et c'est une phrase qui est assez magique. On se dit, écoute, quand on n'a pas, au final, on a quelque chose. Et surtout parce que, comme j'ai dit, en 2006-2007, on a vécu les atrocités où on était au collège Boboton en primaire, avec tous les autres amis qui ont passé la nuit, même au lycée Boussangani. Les parents étaient dans l'incapacité de venir chercher les enfants à l'école. Moi, mon frère et des amis, qui sont les mauvais Joe actuellement, on a ramassé des douilles le lendemain. Quelques jours après, on est parti, l'école était criblée. On a ramassé des douilles, on prenait plaisir à mettre dans le poche. Il n'y avait pas cours, on est rentré à pied. C'est un traumatisme qu'on ne sent pas à l'instant même. Vous savez, quand on dit à un enfant aujourd'hui il n'y a pas d'école, on est assez content. Mais au final, avec quelques reculs, tu te dis, mais tiens, écoute, on était là, on a failli mourir là, quelque part. Et surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup tiqué, c'est que je me dis, tout ce qu'on a vécu là, à mon goût, à mon sens, ça équivaut peut-être à juste au 1/10 de ce que les enfants vivent vraiment à l'Est. Et les enfants qui sont encore moins âgés que toi et moi. Et c'est là que je me dis, mais ils sont forts. Ils sont forts pour... tu vois les images qui circulent sur les réseaux sociaux, un enfant qui a peut-être 7 ans, qui a sur son dos sa sœur qui a peut-être 10 ans, et les parents ne sont plus en vie. Et c'est là que tu te demandes, mais c'est qui le parent de l'autre? Et ce qui choque peut-être parfois la suite d'après, ces enfants soldats, ce qui a été prohibé universellement, ont été remerciés un tout petit peu en monnaie des singes. Il y a des témoignages aujourd'hui des enfants soldats de l'époque devenus adultes, bien sûr. On en a reçu récemment sur Télé 50 qui disent avoir été remerciés qu'avec un vélo, par exemple, ou à la limite maximum $100 de l'époque. Et vous savez, c'est des gens qui ont été très stratégiques sur le plan politique. Quand on est enfant, on est vulnérable. Tu n'as plus tes parents, il y a un monsieur qui débarque, qui te dit écoute, t'es mon fils maintenant, mais pour vivre, tu l'as tué. Je te donne à manger, je te donne du pain, je te nourris, je te vêtis. Tu le suis comme un aveugle. Mais au final, toi, en échange, tu tues, sans savoir que c'est vraiment ça ton quotidien. Et moi, dernièrement, à Kinshasa même, j'étais dans un taxi d'un monsieur qui roulait, c'était tard la nuit. Et on rentrait, pas très tard, on était dans le Nord pour le couvre-feu déjà. Et par contre, moi j'étais assez stressé, je me disais, mais écoute, il y a le couvre-feu, il y a ma mère qui ne cesse pas de m'appeler. Et lui me dit, mais t'en fais pas, moi j'ai été conducteur de M23, je sais comment on va sortir de là. Et ça m'intéresse, je lui dis, mais comment tu as été conducteur d'un M23? Il me raconte une histoire, il passait quelque part, et il était en train de rouler, et eux ils étaient, la rébellion, la fièvre quoi.
Ils étaient coincés quelque part. Et lui dit, tiens, écoutez, mettez 2 bâtons, des planches par là, je peux passer. Et il opère un miracle, ils passent, ils disent, bah, à partir d'aujourd'hui, tu es notre chauffeur. Et il a passé 6 mois avec eux. Et comment tu peux expliquer ça? Tu rentrais chez toi, tu aides des gens, on t'a dit, bah, tu nous as bien aidés, viens rester avec nous. Et ça, il y en a beaucoup. C'est pas une proposition. C'est pas non, 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 non. C'est pas une question ouverte où tu peux dire, c'est une question fermée. Non, on te demande de rester avec nous, c'est tout. C'est sur le prix de ta vie, quoi. C'est le prix de ta vie. Elvis, est-ce que l'on est à un niveau, on pourra s'en sortir, ou bien dans 5 ans, tu écriras encore un récit aussi malheureux, dans 10 ans, encore un autre récit, Makila, après tu écriras peut-être Suki, après tu écriras encore des histoires et des histoires, ou bien tu penses qu'il y a une lueur d'espoir? Non, toujours, même le livre, c'est un message, on peut dire même c'est une miette d'espoir, mais quand on a une miette, on n'a pas le pain, on mange la miette. Alors, le livre, je ne pense plus en écrire un autre comme ça, parce que je me dis, bah, avec les politiciens, tout ce qu'il y a, les ministères de l'enseignement, genre et famille et autres, je pense bien, j'espère qu'on va recadrer tous ces enfants-là, leur donner une place là où il faut, dans la famille, centre d'accueil, orphelinat et autres, afin de former ceux-là. Quand on les indique au chemin de l'école, bah, demain, ce seront des gens, mais si aujourd'hui déjà bah, on les laisse comme ça, on les abandonne, il n'y a pas que les enfants soldats, il y a tous les chégues à côté qui sont taxés de Ndoki et autres. Vous avez un enfant, c'est un état psychologique aussi. À force de te répéter que tiens, tu es ci, tu t'es fait l'image de ce que tu es et tu le deviens même. Si on te dit que tu n'es pas intelligent, tu ne deviens pas intelligent. Alors, à force de dire ça aux enfants, ça va être un peu l'enfer. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut entraîner les enfants, les emmener au chemin de l'école, les diriger, les indiquer au chemin de l'école, que ça, ou quelque chose qui va les rendre meilleurs. Par exemple, s'il aime l'art, tu l'emmènes dans l'art. Il aime le foot, tu l'emmènes dans le foot, mais dans un très bon cadre. On ne parlera plus de Makila. Tout à fait. Et parlant de toi, personnellement, auteur, tu as rédigé cette histoire qui t'a valu une certaine renommée, en tout cas un moment de gloire, que ce soit en Europe ou ici à Kinshasa, où tu as écoulé quelques exemplaires. Est-ce que tu attends quelque chose, comme on le dit souvent, comme les auteurs, comme les artistes, comme qui que ce soit, les dit souvent de la part du gouvernement, un encadrement ou quoi que ce soit de ce genre? Non, du tout. Vous savez, si je l'ai fait seul, ça veut dire que je peux. Et je peux et je n'attends rien de personne. Non mais même pas que voilà qu'on t'aide à imprimer ou qu'on t'associe à quoi que ce soit, mais que l'on te permette d'aider en tant que Congolais, je ne sais pas, qu'au niveau de l'école primaire, l'on puisse avoir un récit, par exemple d'Elvis Tambwa en train de... Je suis pour, si c'est pour la nation, pour la patrie, pourquoi pas, je suis pour totalement. Si à travers moi ou grâce à moi, je peux changer d'état de vie ou changer des trajectoires, je suis preneur. Je suis preneur, je ne peux pas dire non. Parce que moi, pour être là, j'ai été aidé par quelqu'un. Il y a un enseignant qui a peut-être changé le cours de sa vie pour m'expliquer A plus B égale un tel. Et j'ai mis dans ma tête et voilà où j'en suis. Tout à fait. On va prendre probablement le mot de la fin. J'aime souvent poser cette question. Tu as dit que tu ne écriras plus de romans comme Makila, en tout cas pas pour le moment. Ce sera quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire en ce moment? C'est assez marrant, mais j'écrivais sur l'immigration. L'immigration? Ouais. Mais je ne l'ai pas encore fini. Ça va me prendre beaucoup de temps. Surtout que pendant que j'écris, j'aime bien discuter avec les gens. Pour moi, c'est une source sûre de faire le bouche à oreille direct. Il faudrait rencontrer quelques migrants, savoir qu'est-ce qu'ils vivent et écrire un petit truc. Merci beaucoup Elvis Tambwa d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, Makila, le roman, il est disponible. Des exemplaires, on peut le commander à partir de l'Europe? Oui, de l'Europe. À partir de l'Europe, comment faire pour te contacter pour avoir... J'ai livré partout. Il y a tous mes coordonnées au siège des écrivains congolais, à Horta Bandalungwa, ou aux éditions Miezi. Il y a un exemplaire qui est consultable sur place aussi. C'est un très bon endroit, je le conseille d'ailleurs. Et voilà. Il y a tout pour m'avoir. D'accord, merci beaucoup. Ce Kinshasa Direct est terminé. Nous avons eu 3 invités. Il en a parlé politique, il en a parlé de cette polémique autour de la désignation des dirigeants de la CENI. Vous avez vu, le débat était intense. Certains pour le consensus, d'autres carrément pour le forcing, pour gagner du temps. Mais on a fini en douceur avec de la littérature. Elvis Tambwa était avec moi sur ce plateau. On a abordé le sujet
Makila, ce roman, comme il l'a dit, que vous pouvez trouver aux éditions Miesi, Niazi, oui. ici à Kinshasa, mais vous pouvez commander également votre propre exemplaire depuis l'Europe. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, le journal télévisé avec Amina Bayombo, c'est dans quelques minutes. Entre-temps, vivez heureux, vivez 100 ans.